Delchambre est professeur à l'ULB. Il y enseigne dans les domaines de la mécanique et du prototypage rapide. Il y est également directeur du service BIMS. Ses activités de recherche concernent la conception et le développement de dispositifs médicaux utilisés en chirurgie mini-invasive. Il est également fondateur de 4 sociétés spin-off dans ce domaine. Aujourd'hui, il sera accompagné de Ramzi Benhassen et Gilles de Crolly. Ramzi Benhassen est ingénieur civil biomédical, chercheur et doctorant au service BIMS. Il y développe les dispositifs médicaux de demain pour assister les médecins dans l'électrochirurgie endoscopique des tumeurs du tube digestif. Au-delà de leur aspect bénéfique lié à la santé, il s'intéresse désormais plus généralement à la soutenabilité globale des dispositifs médicaux et à leurs enjeux socio-économiques. Quant à lui, Gilles de Crolly est chercheur au BIMS, où il vient tout juste de terminer une thèse sur le développement d'outils flexibles pour l'endoscopie. Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance d'accueillir Ramzi, Alain et Gilles pour nous parler de la durabilité dans le secteur de la santé. Bonjour. 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 L'impact environnemental du secteur de la santé est rarement remis en question, parce qu'on met toujours la santé comme priorité numéro 1. Mais quel est cet impact environnemental du secteur médical ? Donc, quand on prend le secteur de la santé dans son ensemble, on considère qu'il est responsable d'environ 5,2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est au niveau mondial et ça correspond à peu près, pour donner une idée, au double des émissions de CO2 du secteur de l'aviation. Donc c'est un gros impact, un impact non négligeable, mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, il est très très peu questionné, en particulier parce que la santé est considérée comme une priorité absolue. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faudrait remettre en question, il faudrait questionner l'impact environnemental des soins de santé. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le changement climatique dû aux soins de santé a lui-même un effet négatif sur la santé à plus long terme et donc finalement va diminuer les bénéfices de ce secteur sur la santé humaine. Et donc, pour donner un chiffre par rapport à ça, on considère que dans les 20 dernières années, il y a eu une augmentation de 70% du nombre de décès dus à la chaleur. C'est directement lié au réchauffement climatique. Chez les personnes de plus de 65 ans. Donc, en nombre absolu, ça correspond à environ 345 000 morts par an. Un autre aspect à prendre en compte, c'est que l'impact des gaz à effet de serre, donc la quantité de gaz à effet de serre émis par le secteur des soins de santé augmente encore chaque année d'environ 5%. Donc cette augmentation, elle est intrinsèquement intenable dans un monde qui est fini en ressources, mais aussi si on veut espérer respecter les accords de Paris qui vont demander de diminuer, de décarboner tous les secteurs. Donc l'idée, c'est que tous les secteurs, y compris le secteur des soins de santé, vont devoir se serrer la ceinture et fonctionner différemment. Et donc, encore un dernier élément, c'est qu'ici, j'ai parlé que de gaz à effet de serre et de changement climatique, mais si on veut être complet sur les impacts environnementaux du secteur des soins de santé, il faudrait aussi prendre en compte la raréfaction des ressources ou les impacts sur la biodiversité, notamment via les résidus de médicaments qui peuvent se perdre dans l'environnement. Un dernier élément, et on y reviendra par la suite, c'est que ce secteur des soins de santé est un très grand producteur de déchets, ce qui peut aussi s'avérer très problématique. Vous développez tous les trois des dispositifs médicaux. Quels sont les enjeux et quels sont les freins quand on parle de développement de dispositifs médicaux par rapport à la durabilité ? D'abord, un dispositif médical, c'est un instrument ou un équipement qui a pour but de diagnostiquer une maladie ou de traiter une pathologie spécifique. Alors il y en a de très complexes, par exemple un robot chirurgical ou un système d'imagerie tel qu'un scanner, ou de beaucoup plus simple, ça peut être un scalpel, ça peut être simplement un tube en PVC pour une transfusion sanguine. Alors l'ensemble de ces dispositifs médicaux provoquent des émissions de CO2 d'environ 20% sur l'ensemble des productions de CO2 des soins de santé. Et les dispositifs médicaux sont de plus en plus single-use, donc à usage unique, et de moins en moins stérilisés, ce qui provoque effectivement de plus en plus de déchets. Alors ces déchets sont en plus d'une nature un peu particulière parce que de nombreux déchets sont à risque infectieux, donc demandent un traitement
qui est plus développé que, par exemple, pour les déchets ménagers. Et on estime qu'il participe 3 fois plus par kilo de déchets aux émissions de CO2 que les déchets ménagers. Alors, pour donner une idée, il y a eu des estimations en France dans les hôpitaux, et on estime que chaque lit hospitalier émet par jour environ 5 kilos de déchets, ce qui fait par exemple, si on devait ramener ça à un hôpital comme Erasme d'environ 1000 lits, ça veut dire qu'il y a une production de 5 tonnes par jour de déchets infectieux. Et si on veut donner un exemple un peu plus précis, aller voir quelles sont les dynamiques qui se cachent derrière ça, on peut parler d'endoscopie, qui est notre domaine d'expertise. Et donc, en endoscopie, c'est un champ de la médecine qui utilise des outils flexibles pour aller dans les voies naturelles faire des opérations. Ces outils flexibles, c'est des endoscopes. Donc, c'est donc des longs tubes avec de l'électronique, de la mécanique. Il y a des caméras qui sont à l'extrémité de ces tubes, etc. Et donc, historiquement, les endoscopes, on les nettoie et on les désinfecte entre chaque patient pour qu'ils soient réutilisés. Depuis quelques années, on observe qu'il y a de plus en plus d'endoscopes jetables, c'est-à-dire des endoscopes qui sont utilisés une fois et puis jetés après chaque patient. Comme a dit Alain, ça pose plusieurs questions, plusieurs problèmes en termes de soutenabilité. La première, ça veut dire qu'après chaque procédure médicale, on va acheter un outil qui est hautement technologique. Et on peut aussi quantifier cet effet. Donc, il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont estimé que si on n'utilisait plus que des endoscopes à usage unique, on augmenterait de 40% la quantité de déchets générés en endoscopie. Donc ça, c'est pour poser le problème. Et quand on va voir les arguments qui se cachent derrière, donc qu'est-ce qui sont finalement les raisons qui promeuvent ces endoscopes à usage unique, on retrouve des raisons qui sont d'ordre médical, sanitaire, et des raisons qui sont d'ordre économique. Donc d'un point de vue économique, en fait, pour l'hôpital, les endoscopes à usage unique ont l'avantage de minimiser les coûts d'investissement, et en fait, ils permettent à l'hôpital de mieux maîtriser ses coûts. Donc, par exemple, un endoscope réutilisable va coûter très très cher, et son amortissement va dépendre du nombre de fois où il sera utilisé. Alors qu'un endoscope à usage unique, on va l'ouvrir une fois, on saura combien il va coûter par procédure, et puis on va le jeter. Toujours sur le côté économique, cet endoscope à usage unique, il a aussi l'avantage d'externaliser toute une série de coûts et de procédures qui ne font pas partie du cœur de l'activité de l'hôpital. Donc, par exemple, le nettoyage, ça fait pas partie du cœur, le nettoyage d'endoscope, ça fait pas partie du cœur de l'activité de l'hôpital, et donc c'est externalisé avec ces endoscopes jetables. D'un point de vue médical, ce qui joue, c'est la peur des infections. Donc, on a très peur, c'est quelque chose qui est assez général dans le domaine médical, mais on a peur de transmettre des infections d'un patient à l'autre. Et donc, on a envie d'aller vers le risque zéro, de minimiser le risque médical. Et c'est la promesse de ces endoscopes jetables, de dire ils arrivent stériles et puis on les jette après. Voilà. Il y a encore un dernier aspect médical, c'est l'idée de dire les endoscopes jetables, il y en a un stock, et donc je suis sûr d'en avoir toujours si j'ai besoin d'avoir une procédure. Donc ça pourrait s'avérer positif dans certains cas, mais pas nécessairement. Et donc, si on prend un pas de recul et qu'on regarde finalement qu'est-ce que ça nous apprend, cette course vers les endoscopes jetables, et qu'est-ce qu'on devrait encore apprendre, qu'est-ce qu'on devrait encore savoir. La première conclusion qu'on en tire, c'est qu'en fait, on a un manque de données qui est très très fort sur l'impact environnemental au niveau médical. Donc, par exemple, je parlais des risques de réinfection. On sait très très peu quels sont les risques réels de réinfection quand l'endoscope est mal nettoyé. C'est très très mal quantifié. De la même manière, on a des idées générales de la quantité de déchets, mais c'est très très dur de trouver des chiffres fiables. Et ici, on a parlé de déchets, mais on peut aussi évaluer, comme je disais, d'autres impacts environnementaux à plus long terme, comme l'impact sur les ressources, etc. Et on manque cruellement de chiffres dans le domaine médical. La deuxième chose qui ressort de cette analyse que je viens de faire des endoscopes, c'est que les éléments qui dominent, qui sont pris en compte quand on développe un outil médical, c'est des éléments économiques et médicaux. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a énormément d'angles morts, on ne prend pas du tout en compte les aspects environnementaux, on ne prend pas du tout en compte les aspects sociaux. C'est des aspects qui sont à plus long terme, qui sont moins directs, qui sont moins visibles, et donc qui sont un peu plus cachés, en particulier dans le cadre de la médecine, où on a cette priorité pour la santé.
Et donc c'est quelque chose qui est problématique aujourd'hui, on se rend compte que c'est problématique. Et sur lequel on doit se remettre aujourd'hui en question. Tu en as parlé, Gilles, Alain aussi. Tous ces instruments utilisés en médecine qui sont à usage unique, on a vu pendant le Covid, et aussi du stockage. Donc on disait on a un stock, donc on sait que c'est là et on sait qu'on peut l'utiliser. On a vu pendant la crise du Covid qu'on n'a pas pu compter sur ce stock. On n'a pas pu non plus faire venir des matériaux qui venaient de l'international parce que le monde a été mis sur pause. Donc ça a provoqué un changement de consommation dans les hôpitaux. Est-ce que... donc à ce moment-là, on a considéré de réutiliser du matériel et de consommer autrement dans les hôpitaux aussi. Est-ce qu'on est revenu à une consommation initiale sans prendre en compte la durabilité et la réutilisation des matériaux, ou est-ce qu'on est revenu ou est-ce que le Covid nous a appris aux hôpitaux à consommer différemment? Oui, donc pour se remettre un peu le contexte, donc en mars 2020, il y avait, on se souvient, il y avait une pénurie de dispositifs d'équipement de protection. Donc il a fallu trouver des solutions alternatives pour ces équipements. Et donc nous avons par exemple au Fab Lab de l'ULB produit à partir de transparents des visières de protection. On en a produit plus de 200 000 en 3 mois et on les a écoulés dans différents hôpitaux, maisons de repos et de soins, chez des kinés, chez des dentistes, chez des médecins généralistes, même dans des écoles, des crèches, des CPS, etc. Donc on a pu montrer qu'il y avait moyen de concevoir rapidement des dispositifs qui répondaient à des besoins et de les produire localement. Alors malheureusement, par rapport à la question posée, par exemple dans le cas des blouses qui avaient aussi été réutilisées et lavées durant les différents cycles, eh bien on se rend compte que les hôpitaux maintenant sont de nouveau revenus à du matériel plus jetable parce que immédiatement, comme l'a expliqué Gilles, les coûts sont maîtrisés et ils coûtent moins cher. Merci beaucoup Alain. Sur base de ces conseils, est-ce que vous avez des pistes d'action vers des dispositifs médicaux plus durables? Nous avons amorcé cette réflexion assez récemment dans le service de recherche et on propose de subdiviser la question en 4 parties qui, on l'espère, couvrent un certain nombre d'aspects pour dégager une méthodologie semi-quantitative de développement durable des dispositifs médicaux. Et ces 4 grandes parties sont en fait 4 dimensions de la durabilité de manière générale et ces dimensions sont interconnectées. On comprend le volet environnemental, évidemment, le volet social, le volet clinique médical, et c'est un peu notre expertise et la spécificité des dispositifs médicaux, et enfin la dimension économique. Et donc, en tant qu'ingénieur, il s'agira de se poser certaines questions guides, des guidelines, au moment de la conception des dispositifs médicaux. Et ces questions ne sont évidemment pas exhaustives. En ce qui concerne le volet environnemental, eh bien, on va se demander si le dispositif que l'on développe est réutilisable. On l'a vu dans les exemples précédents. Est-ce qu'il est réparable? Est-ce qu'il contient des composants critiques d'un point de vue de matériaux aux ressources limitées? Quel est son cycle de vie? Sur le plan social, eh bien, à qui s'adresse ce que je développe? Est-ce que je participe à plus d'accès aux soins de santé ou à l'inverse, à l'utilisation de dispositifs de plus en plus onéreux et qui rendent justement difficile cet accès à la santé à tous? Sur le plan clinique médical, eh bien, tout d'abord, est-ce que je réponds à un besoin médical réel lorsque je développe le dispositif? Est-ce que celui-ci est sûr et efficace pour le patient? Est-ce que je peux évaluer des impacts indirects négatifs sur la santé ou sur d'autres pathologies? Et enfin, sur le plan économique, eh bien, si je veux espérer voir ce que je développe être directement utile au patient entre les mains d'un médecin, est-ce que l'opération est profitable, rentable pour l'entreprise qui, le cas échéant, commercialiserait ce que je développe? Quel est le coût pour l'hôpital? Quel est le coût pour l'État, la société de manière générale? Et donc aujourd'hui, différents outils existent
pour répondre à certaines de ces questions, mais d'autres sont encore à inventer. Et comme vous pouvez le constater, le besoin de multidisciplinarité est essentiel, il est indispensable, parce que le challenge est important et transversal. Et même en dehors des cas de dispositifs médicaux, qui est notre cas spécifique, la généralisation est évidemment possible, puisque lorsque l'on conçoit un produit, la question du besoin auquel il répond, mais également les questions de son impact environnemental et socio-économique doivent toujours être posées. Et donc nous, en ce qui nous concerne, créer des dispositifs médicaux efficaces, sûrs et respectueux de l'environnement devient de plus en plus une priorité et toujours en étroite collaboration avec le monde médical et les patients. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être venus nous parler du coup de l'impact environnemental du secteur des soins de santé, mais surtout de mettre en avant qu'il faut arrêter de considérer uniquement la santé et le point de vue économique, mais qu'il y a aussi les facteurs sociaux et environnementaux qui rentrent en compte et qui font réellement partie du problème. La semaine prochaine, nous accueillerons le professeur Christine Bartik pour parler de chimie et du rôle de cette dernière dans la transition énergétique.